Est-ce que vous m'entendez là-bas pour ceux qui sont au fond de la salle? Ouais, ça va? Ok, super. On continue, on termine cette deuxième journée de table ronde et de conférence au Paris Coffee Show. Merci d'être restés nombreux parce que je crois qu'il y en a pas mal qui sont restés de la table ronde précédente. Donc c'est que ça a dû vous intéresser, j'en déduis. J'en déduis que vous êtes intéressé par le sujet des coffee shops. Et alors, je suis hyper contente d'accueillir cette dernière table ronde sur les tendances dans les coffee shops avec, j'ose pas me déplacer, j'ai l'impression que ça va sonner là. Sinon, je vais prendre le micro pied. Ouais, il y a un peu un Larsen, hein. Ouais. Je suis très très heureuse d'accueillir sur cette table ronde quatre. Alors tout à l'heure j'avais 3 hommes, vous voyez là j'ai 4 femmes. 4 femmes de qualité, des experts dans leur domaine. Mais c'est surtout que je vous explique un peu pourquoi elles sont réunies autour de moi aujourd'hui. C'est que ce sont 3 juges du concours du meilleur coffee shop de France. Donc vous savez qu'on a lancé le concours du meilleur coffee shop de France. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux du collectif Café et du Paris Coffee Show. C'est un concours qui va récompenser justement la valeur des meilleurs coffee shops en France. Donc si à l'avenir vous ouvrez votre coffee shop, vous pourrez participer au concours. Et Olivia Sicardi n'est pas juge, mais co-organisatrice avec moi. Donc nous avons toutes les deux, nous nous sommes lancées dans cette aventure que nous avons proposée au collectif Café. Et nous avons organisé un concours pour récompenser le meilleur coffee shop de France. Alors, on va vous en dire plus parce que du coup, ça va nous permettre de parler des tendances. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter voilà, notre panel de juges. Donc, je commence par Virginie. Donc, Virginie Descatreveau, qui est la spécialiste de l'agencement dans les, alors on va dire les ERP plutôt, voilà, les ERP. Donc qu'est-ce qu'un ERP? C'est une boutique, c'est un établissement recevant du public. Quand vous ferez les formations, vous verrez que quand vous ouvrez un coffee shop ou une torréfaction, vous ouvrez un ERP. Alors, je dis toujours qu'il y a 2 personnes essentielles dans votre projet. Quand vous ouvrez, il y a l'avocat et l'architecte. Voilà, pour moi, c'est les 2 personnes qu'il faut avoir. Virginie s'occupe de l'aménagement de tout ce qui est café, hôtel, restaurant, et elle a accompagné des ouvertures de coffee shop. Et on verra avec elle toutes les tendances en matière de design, de déco, d'ambiance et d'accueil client. Je continue avec Lydie. Lydie qui est multicasquette. Oui, multicasquette, qui a un métier qui n'a rien à voir avec le café, voilà, mais qui, en plus de son métier, est barista, et donc à ses heures perdues est barista dans des coffee shops, et s'est formée au métier de barista, donc à cette expérience de l'extraction du café de spécialité. Et en plus de ça, elle a un super blog. C'est une Instagrammeuse et elle a un très beau blog sur les coffee shops qui s'appelle... Effectivement, pour mon blog, c'est une newsletter qui s'appelle Grignote, où je mets en avant en fait tout ce qui fait vibrer la scène café. Ça peut être aussi bien des portraits en fait de torréfacteurs, de femmes gérantes de café, parce que forcément, étant femme, j'aime bien m'entourer de femmes inspirantes. Et je postais aussi énormément sur mon Instagram, qui lui s'appelle Brunette Royalty. Voilà. Brunette Royalty, très bel Instagram, vous allez vous abonner. Et j'enchaîne sur Léa, pareil, qui est
une Instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu sur une communauté, alors plutôt ciblée 16-35 ans, hein, je crois que tu m'as dit, et qui, au-delà du lifestyle, va s'intéresser au monde du café et qui permet de toucher ce nouveau public qui est intéressé par le monde du café, mais qui finalement le découvre plus ou moins de façon, grâce à toi, entre autres, hein, et qui va permettre de toucher un nouveau public avec une explication sur le café de spécialité. Explique-nous ce que tu fais, Léa. Bonjour, donc je crée du contenu sur les réseaux sociaux autour du lifestyle, comme l'a dit Marie-Hélène, et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Simple Caféine. C'est un podcast lifestyle, très journal intime, mais j'aborde aussi de temps en temps le sujet du café. Moi, j'ai découvert le café à Montréal. À la base, je buvais du café vraiment de grandes chaînes. Et en fait, c'est à travers des coffee shops mimi sympas que j'ai commencé à m'intéresser au monde du café de spécialité, en voyant un peu tous les sachets de café avec différentes origines, avec différents designs. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ce monde-là que je ne connais pas encore? Et c'est là que j'ai découvert le monde du café de spécialité. Et je pense que j'ai hâte, en tout cas, qu'un plus grand nombre de personnes puissent le découvrir à travers mes contenus et à travers des salons comme celui-ci. Voilà, merci. Olivia, je vais te laisser te présenter, mais je crois que tu es peut-être la... Enfin, sur le salon, tout le monde connaît Olivia. Olivia est à la fois créatrice de contenu, formatrice, barista, également hôte d'un super podcast qui s'appelle Café sans filtre. Et je vous conseille d'ailleurs dans la partie création, quand vous voulez ouvrir un coffee shop, pour ceux qui étaient là juste avant, il y a 2 podcasts que je conseille systématiquement, Café sans filtre. Et j'ai la chance d'avoir Laurine Blandin qui est là. Laurine, coucou, qui est aussi une créatrice d'un podcast qui s'appelle Passe-moi le sel et qui est un super podcast qui permet d'interviewer les restaurateurs et donc qui a interviewé pareil des créateurs de coffee shop. Donc Olivia, je te laisse te présenter. Merci Marie-Hélène. Alors bonjour tout le monde, Olivia Sicardi. Donc alors créatrice de contenu, pas vraiment, même si j'essaye. Moi ma place elle est un petit peu plus sur le terrain. Je suis barista avant tout. Je suis formatrice et consultante café et boissons. Donc en fait j'accompagne les professionnels pour construire, préparer et vendre leur offre de boissons que moi j'appelle coffee shop-like, c'est-à-dire de type coffee shop. Je fais des accompagnements à l'ouverture d'établissements également. Et j'ai effectivement, comme le dit Marie-Hélène, ce podcast qui s'appelle Café sans filtre, entreprendre dans l'industrie du café, au sens large, où l'idée c'est de fournir une boîte à outils pour les professionnels ou les passionnés qui veulent commencer à travailler dans cet univers du café. Voilà, et donc passionnés de tendance café et boissons, ce qui nous a réunis aujourd'hui et dans le cadre du concours du meilleur coffee shop de France. Et alors du coup, je vais te donner la parole assez rapidement, puisque en fait, la première question qu'on s'est posée avant de se poser des questions sur les tendances, et on va arriver aux tendances, ne vous inquiétez pas, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle un coffee shop? C'est quoi un coffee shop? Et ça a été une grande discussion qu'on a eue au niveau du concours, parce que Olivia et moi, on était finalement assez raccords dans notre imaginaire de ce qu'était et comment on définissait un coffee shop. Puis en parlant du concours, en discutant avec les uns et les autres, et on s'est aperçu que non, tout le monde n'avait pas la même définition d'un coffee shop. Donc Olivia, est-ce que tu peux nous dire... nous, la définition qui nous paraissait la plus évidente. Alors, si tu veux, j'ai carrément celle du règlement intérieur du concours du meilleur coffee shop sous les yeux. Ça ne s'invente pas, donc je vais vous la lire. Ouais. Excusez-moi, mais... Alors, après moult discussions, on est arrivé à un coffee shop au sens du concours en France, parce que c'est important aussi la dimension internationale ou nationale, fait référence à un établissement où l'on peut déguster du café de spécialité. Si l'offre et l'expertise café sont au cœur du concept, avec différentes manières de consommer le café, boissons à base d'espresso, latte, cappuccino, méthode douce,
différentes origines, le coffee shop est un lieu d'expérience pour le client qui pourra également trouver une offre de petite restauration, sucrée ou salée. Et c'est là où les débats ont eu lieu en fait, et des boissons alternatives au café travaillé. C'est encore là que le débat a eu lieu. Ce n'est pas simplement autour du café, avec une ambiance conviviale, chaleureuse et une décoration travaillée. Donc je pense que dans cette définition écrite, donc très stricte, d'un règlement de concours, on retrouve quand même les différentes expertises des jurés. Donc c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Alors on a voulu, dans cette définition, vous voyez qu'il y a une dimension boisson. Il y a une dimension donc boisson autour du café. On a une dimension boisson autre que le café. On a une dimension nourriture, sucrée et salée. Et on a l'expérience client et on a l'ambiance. Et en fait, chaque item, c'est ce qui a été valorisé au niveau du concours. C'est-à-dire qu'on est allé regarder sur tous les candidats comment ils se positionnaient en termes d'offres café, d'offres de boissons alternatives au café, de cuisine salée, sucrée, est-ce qu'ils produisaient, est-ce qu'ils achetaient, ils revendaient, à qui ils sourçaient, et puis d'expérience client en termes de déco, en termes de merchandising, etc., etc. Alors, la nuance qu'on aimerait apporter aujourd'hui, c'est qu'on a bien précisé cette définition de coffee shop à la française. Alors, on s'est aperçu qu'en fin de compte, enfin moi en tous les cas maintenant, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on dit avec Olivia, c'est que dans l'esprit des gens, un coffee shop est en général un lieu où on trouve une offre de nourriture. On va dire c'est l'acceptation commune dans le monde entier. Quand vous dites à quelqu'un, pour toi, qu'est-ce qu'un coffee shop? C'est un lieu où je vais pouvoir boire du café et manger. Voilà. Or, on a développé en France, parce que je pense qu'on est tellement perfectionniste en France, et quand on s'empare d'un sujet, on aime aller jusqu'au bout. On a développé des lieux qui sont, moi, ce que j'appelle des salons de café, où on va pousser l'expérience café à vraiment une expérience sublime de dégustation. C'est par exemple, si vous connaissez des lieux comme Substance, où vous allez réserver un créneau horaire pour aller boire un café qui va vous être extrait devant vous, qui va vous être expliqué, sur lequel on va vous analyser l'expérience café. Alors bien sûr, Substance et d'autres, c'est un peu l'extrême de la dégustation dans des coffee shops du café. Mais à partir de cette extrémité, on a une palette finalement d'expériences où on va retrouver des gens qui travaillent plus ou moins uniquement le café ou les boissons, où ils développent plus l'expérience sucrée et salée. Alors attention, le meilleur coffee shop de France n'est pas le concours du meilleur torréfacteur de France. Voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. C'est qu'on a, même si peut-être dans ceux qui ont concouru et ceux qui vont être récompensés, ils sont également torréfacteurs, le but aujourd'hui de ce concours, c'est de mettre en valeur les patrons de coffee shop qui viennent sublimer l'extraction du café et les boissons alternatives au café et du coup l'offre food. Ce qui me permet de rentrer tout de suite, donc quelques chiffres quand même. Coffee shop, un à peu près par semaine qui ouvre en France. Je dirais un à Paris en ce moment par semaine. Donc en France, ça doit être beaucoup plus que ça. Plus de 3500 points de vente en France. 320 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. 85% des coffee shops sont indépendants. C'est intéressant ça. 85% des coffee shops en France sont indépendants. Ce qui veut dire que les 15% restants sont des chaînes. Columbus, voilà. Différents modèles économiques. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais vraiment différents modèles économiques. Alors, je vous pose la question, ou peut-être je vais commencer par
Olivia, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les boissons en ce moment tendance? Oui, alors en termes de produits, il y a des choses qu'on remarque qui sont tendances et d'autres même où on commence à percevoir, mais ça reste encore dans la région parisienne et ça va arriver vers la province après. Moi, ce que je remarque, c'est du point de vue café, du point de vue de l'extraction. Donc là, on est vraiment sur le puriste de l'expérience café. On a l'offre glacée, d'abord, des boissons glacées, qui est une offre très spécifique et qui commence à changer un petit peu. Pendant longtemps, tout le monde connaît le cold brew. Je pense que ça vous parle à tous. Tout le monde ou peut-être pas tout le monde. Effectivement, peut-être pas. Pardon, c'est vrai que j'ai tendance à faire des raccourcis. Explique-nous ce que c'est le cold brew. Alors le cold brew, c'est du café extrait à froid, donc avec de l'eau froide, avec des grains moulus très grossièrement et c'est infusé pendant des heures. Donc c'est une boisson qui est longue à préparer. Qui va donc avoir des notes très fruitées, très sucrées naturellement, qui est très caféinée aussi. Et alors, on la voit dans tous les coffee shops au moment de l'été, servie sur un glaçon. Mais on va dire que des plus gros, des chaînes, des coffee shops moins indépendants, pour reprendre le cadre que tu citais tout à l'heure, se sont un peu emparés la tendance et on voit maintenant aussi des cold brew servis avec 2 pompes de sirop dans de l'eau sur des glaçons. Bref, on voit le mot cold brew un petit peu partout. C'est infusé à froid et ce qu'on ne pensait pas faire encore il y a quelques années, on n'aimait pas mélanger le chaud et le froid. Et aujourd'hui, venus d'Asie, du Japon et de la Corée notamment, on a des extractions en méthode douce à chaud qui vont être servies sur des glaçons. Ça, on ne le faisait pas. On n'aimait pas mélanger le chaud et le froid. Aujourd'hui, ça se voit de plus en plus. Ça s'appelle des extractions en slow coffee à la japonaise. Donc ça déjà c'est je trouve une tendance nouvelle. Donc où on va avoir dans un verre un glaçon et on va servir le café chaud finalement sur le glaçon devant le client. Sur le ou les glaçons même, hein, on peut faire un effet visuel avec un gros cube de glaçons comme dans les cocktails ou alors avec différents glaçons, différents en carafe. Alors ça suppose, sans rentrer dans la technicité, mais d'adapter ses ratios d'extraction, etc. Mais ça y est, c'est admis. Toujours pareil dans le côté très expérience puriste café, on a le choc thermique en fait. Il y a quelques années, on évitait absolument les chocs thermiques dans les extractions. On faisait attention d'avoir ces carafes ou ces tasses bien à température. Et aujourd'hui, on extrait sur des des boules en acier métallique très froides qu'on appelle des extract chilling balls, qui vont nous permettre d'extraire un espresso sur une boule en métal et ça va révéler une certaine complexité, certains aspects qu'on va décider de mettre en valeur ou pas. Donc on voit que vraiment on est arrivé à un niveau de connaissance et d'expertise qui est beaucoup plus développé, qui était réservé jusqu'à quelques années au championnat. Et là, nous, on l'a vu dans le cadre du concours, il y a des coffee shops qui utilisent ces méthodes au quotidien pour servir un public professionnel. Donc, alors quoi d'autre au niveau des boissons toujours? Alors les mélanges café avec quoi? Ouais, alors ça fait partie de ce que moi j'identifie même des tendances métiers. Le barista aujourd'hui, pour moi en 2024, c'est plus uniquement un expert café. Ça va être un expert café et de toutes les boissons qu'on peut retrouver dans un coffee shop, que j'appelle coffee shop-like. Donc le matcha en fait partie, les thés en font partie, les cacaos, les chocolats, toutes les boissons qu'on revoit venir sur le devant de la scène, les chicorées, c'est plus la boisson de nos grands-mères, elle a un espèce de coup de jeune qui revient. De nombreuses marques s'y attellent. Donc voilà, la chicorée, les boissons à base de céréales. Qu'est-ce qu'on peut mentionner d'autre encore? Je m'y perds. Alors Lydie, peut-être tu peux compléter. Tu en tant que toi, pareil, tu es barista, tu le vois au quotidien, mais aussi dans les coffee shops que tu sors. Est-ce que tu as des boissons comme ça que tu peux nous faire partager? On a aussi ce qui était très populaire en fait cet été à Paris et partout ailleurs, c'est le fameux espresso tonique. Donc d'utiliser en fait vraiment un tonic avec dessus un espresso. Moi ce que j'adore c'est que ça fait vraiment en fait ressortir tout le côté acidité et que qu'on est en fait dans le café de spécialité, on a l'impression d'avoir un peu tout goûté
Et là, c'était vraiment ce qui était très tendance. Le matcha aussi, forcément, je pense que vous l'avez peut-être tous vu cet été, il y a eu beaucoup de mélanges avec le matcha. On a vu le matcha, du lait de coco, avec de la mangue ou de la fraise. Moi, mon favori, c'est plutôt en fait de mélanger ça avec forcément un espresso, toujours du lait de coco, mais avec en fait vraiment de la mûre au fond. Ça, je vous conseille, c'est vraiment génial. Et aussi, en sirop ou en purée de fruits? C'est toujours mieux en fait de le faire en purée. Fruits, oui, voilà. parce qu'en sirop, ça peut être un peu trop sucré pour certains. C'est la tendance des dirty, là, on a eu le dirty chai, où c'est donc le chai latte avec un shot d'espresso. Maintenant, on a le dirty matcha. Et si on prend les lattés vertueux, les golden, les chai, il y a des dirty, un peu tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Est-ce que Léa, t'avais aussi... C'est vrai que j'ai pas de rôle de barista, donc je suis plutôt une personne d'habitude. Donc c'est vrai que moi, le tonic expresso, je l'ai beaucoup aimé, surtout qu'il y a moyen de le revisiter de plein de manières différentes, selon les toniques, selon aussi le café, l'origine du café, la torréfaction, etc. Le matcha, comme tu l'as dit, je l'ai beaucoup vu sur Instagram. Je trouve qu'il a pris une place encore plus importante cette année. J'ai l'impression, autant de ice matcha que de ice coffee dans les stories des gens que je suis, ce que j'avais pas l'impression de voir avant. On a un peu échangé aussi autour de la cascara, qui est en train de se démocratiser, donc qui est la cerise du café utilisée dans des boissons. J'ai fait un sondage sur mon Instagram parce qu'on n'était pas d'accord sur sa popularité et à quel point les gens savaient ou non ce qu'était la cascara. Il y a moins de... une personne... Ah, tu veux lancer un... Est-ce qu'on ferait pas le sondage à main levée? Bien sûr. Qui sait ce qu'est la cascara ici? Ah, heureusement qu'on est au on est rassurés. Mais c'est vrai que sur mon Instagram, donc sur environ 4200 personnes qui ont participé au sondage même, il y en a d'autres qui ne se sont pas mouillées. Il y a eu moins de 250 personnes qui ont dit qu'ils savaient ce que c'était. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 10 qui est au courant de ce qu'est la cascara, alors que c'est de plus en plus utilisé dans les boissons. Ça amène quelque chose de différent et c'est une façon aussi alternative et durable d'utiliser le café et toute la chaîne entre guillemets du café. Ah oui, c'est clair. J'ai vraiment l'impression qu'on connaît le café, mais on essaie encore d'aller plus loin, d'être plus pointu. Par exemple, on va aussi utiliser en fait le cold brew avec une méthode qui est un peu en fait bartender. On va l'utiliser pour des mocktails parce que c'est vraiment une très bonne base et en fait en fonction de l'origine, en fonction en fait de la méthode avec laquelle on a travaillé en fait les grains de café, on va avoir différentes saveurs. Et moi, mon petit chouchou, je dirais de cette année, c'est vraiment le Iron Cold Brew. Je suis une grande fan de Guinness, mais quand parfois j'ai plus envie en fait d'un café, vraiment, Iron Cold Brew, vous allez retrouver en fait cette texture parce qu'on va avoir les bulles, on va avoir la petite mousse et en fait, c'est vraiment une méthode d'extraction de café. C'est très rafraîchissant. On va avoir en fait des saveurs totalement différentes et si vous avez l'occasion de tester, moi vraiment je vous le conseille. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Moi, je pense qu'on pourrait continuer. On pourrait continuer beaucoup, hein, parce que là, on vous dit pas, je dirais. 30%, 20% de ce qu'on pourrait vous dire sur les boissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Peut-être déjà au niveau boisson, de se dire, si j'ouvre mon coffee shop, il va quand même falloir que je travaille ma carte boisson. On ne peut plus ouvrir avec juste un espresso, un latte, un cappuccino, un flat white, un americano, un double shot. Là, c'est vraiment, on est sur la base. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur un univers qui s'ouvre à vous. Alors, en tant que consommateur, c'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi aussi, j'ai encore goûté là, des choses cet été incroyables à base de jus d'orange et de café sur des cocktails. Enfin, voilà, je pense qu'on peut aller vers des choses complètement incroyables. Bon, bien entendu, attention à ne pas tomber dans l'extrême aussi, en tant que propriétaire de coffee shop ou en tant que nouvel entrepreneur, à se dire je vais tout faire. Ça ne va pas marcher non plus. Ça ne va pas marcher parce il va falloir qu'on se détermine sur notre concept. Et là, je vais donner la parole à Virginie parce que Virginie, je sais que c'est quelqu'un sur lequel on est tout à fait d'accord. C'est l'ambiance du coffee shop qui finalement retranscrit un concept. C'est ça, Virginie? Oui. Clairement, l'ambiance ne fait pas tout et même si je design des lieux, le design pour le design n'a pas de sens
il doit vraiment être au service effectivement d'un concept. Et donc ça veut dire travailler en amont. Marie-Hélène en parlait tout à l'heure, Pierre-Alexandre également, dans la recherche du local. Quel est le cahier des charges en fait? Donc quels vont être vos besoins? Parce que suivre la tendance, clairement il y a des tendances effectivement qui se dessinent en ce moment. Il y a une tendance justement à l'uniformisation des lieux. L'objectif c'est justement de trouver votre identité, et c'est de votre identité, de tout le travail sur votre concept. Qu'est-ce que vous allez proposer en termes d'offres, en termes d'expérience client? Quel service? Est-ce qu'on sera plus ou moins sur de la consommation sur place, plus ou moins emporté, même sur de la consommation sur place? Est-ce que vous avez plutôt envie que les personnes, vos clients, restent, aient du temps, ou plutôt une consommation rapide au comptoir? Automatiquement, il y aura des incidences sur la façon dont on va aménager le lieu. Alors, qu'est-ce qu'on observe en ce moment? Parce que du coup, on ne va pas refaire la table ronde sur l'ouverture, mais non. là, plus sur les tendances. Qu'est-ce que tu observes, toi, en ce moment sur Paris? Éventuellement, je sais que tu suis beaucoup aussi l'international. Qu'est-ce que tu vois comme tendance sur les coffee shops? Est-ce qu'on est toujours sur le bois, le végétal? D'une manière générale, effectivement, on a quand même beaucoup une approche brute avec du bois assez épuré, ou alors très métallique, un peu limite un peu froid. On va au contraire avoir justement la carte très colorée pour jouer le contre-pied. Et puis, au-delà de ça, et là encore, pour incarner l'identité du coffee shop en particulier, c'est trouver quel axe de différenciation utiliser. Donc on a par exemple l'ultra-personnalisation, et ça rejoint la carte. Qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'offres et comment on va le proposer pour se différencier? Et là, le design est au service de l'expérience qu'on veut faire vivre, parce que concrètement, l'aménagement doit incarner qui est la marque, qu'est-ce qu'elle propose, et le rendre possible, aussi bien pour l'équipe que sur l'expérience client en tant que telle, et le valoriser. Donc il y a l'ultra-personnalisation. Aujourd'hui, tout est pris en photo, donc la partie scénarisation est super importante. Le fait que l'offre soit visuelle, qu'on puisse faire interagir, en tout cas avec le client. Il y a aussi la tendance un peu ethnique, avec différentes destinations, si je puis dire, et en l'occurrence sur Paris et en France d'une manière plus générale, mais il y a le côté très asiatique, d'inspiration asiatique. Il peut y avoir Moonlight Café d'inspiration japonaise, Capé d'inspiration philippine, d'inspiration vietnamienne avec Cafette par exemple. Et puis dans un tout autre registre, on a Cortado sur l'inspiration espagnole, Big Shot pour la partie plus américaine. On a Fauna, donc j'ai appris récemment que c'était inspiration suédoise, enfin créée par un Suédois en tout cas. Et une cohérence surtout assez impressionnante, que ce soit Cortado ou Fauna, chez qui je vais très souvent, du torréfacteur à la carte, au lieu, à l'ambiance, tout est très cohérent. Il y a une vraie identité au niveau du design et de tout. C'est ça, c'est vraiment la clé. Et c'est là où je disais de ne pas suivre forcément les tendances. C'est vraiment définir quelle est l'identité de votre marque, de votre enseigne, quel est votre concept. Et de là, avoir vraiment une histoire à raconter, et que tous les points de contact avec le client l'incarnent. Donc votre service, il n'y a pas de... Enfin, si, il peut y avoir un mauvais service, mais quelque part, le service, il est à mettre en regard d'une expérience qu'on veut faire vivre, et donc de comment on va l'incarner dans le lieu. Encore une fois, l'architecture, elle est censée incarner, rendre tangible le concept. Alors, c'est super intéressant parce qu'en tant que consommateur, on s'aperçoit d'abord, on a une offre qui a été démultipliée, puisqu'on a énormément de choix. Mais encore une fois, cette offre, attention, de plus en plus, je fais la différence entre l'offre parisienne et l'offre en province. Alors, pour ceux qui... juste pour faire un petit sondage, là, combien de provinciaux ou de personnes habitant hors de Paris qui sont présentes aujourd'hui là? Ouais, super, merci. Yes, on n'a pas que des Parisiens. Donc voilà, ça vous concerne, ce qu'on vous dit, c'est important. Alors, je dirais, vous avez la chance en province d'avoir encore un territoire qui est un peu inexploré. Alors, si vous vous positionnez en tant que consommateur, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, j'ai moins d'offres.
c'est vrai. Venez sur Paris, venez découvrir sur Paris tout ce qu'on a parce que vraiment on le voit, cette diversité absolument incroyable. Par contre, si vous vous positionnez en tant que créateur de coffee shop, vous avez un territoire vierge qui s'ouvre sur vraiment à vous. Et donc, allez chercher une identité. Et cette identité, on l'a vu, elle est à la fois sur les boissons, elle est sur le lieu. En fait, c'est une somme de détails qui va créer votre colonne vertébrale. Moi, j'appelle ça en formation la colonne vertébrale, j'appelle ça le fil rouge aussi, qui va être votre fil conducteur, ou encore votre USP, Unique Selling Proposition. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez aller à cet endroit-là plutôt qu'un autre? Alors, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur les tendances. On n'a pas du tout parlé de nourriture. Je voudrais quand même qu'on passe 10 dernières minutes là sur l'offre cuisine et se dire aujourd'hui l'offre salée, sucrée. Est-ce que c'est essentiel dans un coffee shop pour vous? Et si ça l'est, vous attendez à voir quoi? Et qu'est-ce que vous avez observé là ces derniers mois, chacune d'entre vous? Qui veut prendre la parole en premier? Celle qui mange le plus, je pense que c'est moi. En fait, moi, c'est vraiment indispensable. Maintenant, je ne vais plus dans un coffee shop juste pour prendre un café. Je vais en fait voir qu'est-ce qui constitue l'identité de ce café. Parce qu'en fait, on le voit aujourd'hui, l'identité du café, c'est pas uniquement en fait juste la direction artistique, c'est pas forcément juste comment est fait le menu ou même l'architecture. En fait, ça va vraiment du rêve d'une personne à sur la table, qu'est-ce que ça donne. Alors, on a beaucoup de bons, mais on a surtout en fait du très beau. Parce que comme l'a dit Virginie, en fait, l'image compte énormément. Et moi, je sais que l'image coûte que coûte, c'est c'est contre-productif, quoi. Oui. Si c'est au détriment de l'expérience, du confort, aussi bien pour l'équipe que pour le client, c'est effectivement contre-productif. Il faut vraiment en fait, que ce soit aussi quali. Et c'est vrai que les coffee shops maintenant, et je pense que c'est ça qu'on a eu cette année à Paris avec toutes les ouvertures, c'est que c'est de plus en plus pointu. Donc là, on n'a plus juste en fait un pain brioché, on va avoir un pain de mie japonais sans dos qui a été caramélisé avec une petite crème, etc. On n'a plus juste un petit granola avec quelques baies et 3 rondelles en fait de banane. On va avoir carrément en fait quelque chose qui est poché avec, on l'a dit, de la superfood, donc ça peut être de la spiruline, etc. C'est vrai que en fait tout ça, ça donne presque le tournis et ça met la pression, je pense. Si vous voulez ouvrir en fait votre café, il faut surtout aller voir en fait ce qui se fait ailleurs. On l'a dit, pas simplement en fait à Paris, mais dans d'autres pays. Là, on a la chance, je pense aussi en tant que créateur de contenu et même futur créateur d'entreprise, en un clic, on peut voir ce qui se fait de tendance, en fait, par exemple à Bangkok, à Tokyo, etc. Donc vraiment, goûtez tout, posez des questions. Si en fait le granola, vous avez un petit goût en plus, n'hésitez pas en fait à demander au gérant. Tiens, c'est marrant en fait, tu as utilisé quelle épice là parce que c'est hyper intéressant. Mais soyez curieux, mangez d'abord aussi en fait avec les yeux, regardez comment c'est présenté, regardez les contenants. Ça aussi c'est très important et je pense que ça va avec le travail de Virginie, c'est un beau complément. Comme on a un super lieu, il faut aussi en fait que avoir des beaux contenants. Exactement, le contenant soit aussi bon que l'intérieur bon. C'est vrai que c'est dur. Exactement. Et ça peut même avoir un impact sur le goût quand on parle du café. Oui, parce qu'aussi en fonction de la couleur en fait de votre tasse, vous allez avoir une autre perception en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que je pourrais parler de ça. Oui. Alors attention en tant que consommateur, s'il vous plaît, essayez de faire la différence entre le beau et le bon. Moi, je sais que je suis hyper frustrée quand on regarde les comptes Instagram des coffee shops, on a des trucs magnifiques, on se dit super, je vais y aller. Et en fait, dans l'assiette, c'est très beau, mais c'est pas bon du tout. Alors, ne vous laissez pas berner, soyez des consommateurs exigeants. Si aujourd'hui vous êtes ici dans un salon du café de spécialité, c'est qu'obligatoirement vous avez un degré d'exigence qui est au-delà du Starbucks, qui est au-delà du café industriel et des goûts industriels. Allez rechercher justement cette qualité. Et la beauté, oui, bien sûr, mais allez chercher la qualité. Léa, qu'est-ce que tu as observé, toi, au niveau nourriture, dans les coffee shops que tu es allée et que tu suis? C'est vrai que je suis convaincue par ce que tu dis. Mais moi, quand je recherche un coffee shop, en fait, c'est plutôt pour la qualité du café.
Je suis moins à aller vraiment dans la nourriture, dans le salé, dans le sucré. C'est pas ce que je recherche souvent, parce qu'en plus souvent quand je vais dans un coffee shop où la nourriture est bonne, c'est difficile de trouver un très bon café aussi. Et c'est normal, c'est un équilibre à trouver et c'est difficile d'être parfait partout. Ce que je remarque quand même, pour rebondir sur l'unicité des coffee shops et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'architecture, au design, etc., je trouve que justement les nouveaux coffee shops qui sont en train d'émerger un peu partout ont un gros rôle à jouer par rapport au specialty coffee et à la démocratisation du café. Même si en ce moment, potentiellement, les gens ne vont pas dans des coffee shops pour la qualité du café ou pour les grains de café, indirectement, ils encouragent la filière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. La mode a quand même beaucoup changé sur les réseaux sociaux. Avant, la mode, c'était de justement prendre en photo sa cup Starbucks, de l'avoir toute la journée avec soi à emporter. Maintenant, la mode, c'est plutôt d'aller dénicher des petits cafés sympas, mimi, avec des offres food qui sont jolies pour avoir son petit moment plaisir, s'asseoir avec son beau latte art. Donc, je suis totalement d'accord pour la nourriture et il y a des chouettes coffee shops qui ont de la super bonne nourriture, mais c'est drôle, moi, bizarrement, c'est pas ce que je vais chercher quand j'entre dans un coffee shop. Ouais, c'est marrant parce que ça illustre en fait la boucle est bouclée, ça illustre ce qu'on se disait au début, tout le monde a sa définition. Moi, il y a quand même des choses que je remarque en termes de food. Si on m'avait demandé ce que c'était pour moi un coffee shop l'année dernière, j'aurais encore répondu que c'était et du bon café et un lieu de brunch. C'est quand même il y a même des coffee shops qui deviennent des fabriques à brunch. Et je trouve et donc moi, j'avais inventé ce terme de coffee shop-like avec... j'adore inventer des mots, donc j'avais parlé d'offres healthy bobo vegan sans aucune critique pour nos amis les bobos ni les véganes. Je fais partie de ces gens-là, j'en consomme énormément. Mais on va trouver des graines de chia, des puddings, des choses qu'on ne va pas retrouver dans une pâtisserie classique. Avec des gâteaux de voyage, des brownies, des choses qui ne sont pas classique, il y a une corporation quand même dans la pâtisserie-boulangerie avec des pâtisseries classiques, traditionnelles, c'est de la tradition, le Paris-Brest, le croissant. Et aujourd'hui, je trouve que si on me demandait, on me l'a demandé et je trouve ça très difficile de définir un coffee shop aujourd'hui, parce que le consommateur, et c'est là que vous avez un rôle à jouer, qu'on a tous un rôle à jouer, et c'est ce que tu dis Marie-Hélène, le consommateur ne veut plus faire de compromis, il a envie d'avoir sa pâtisserie traditionnelle française, son croissant, sa viennoiserie, en même temps qu'un super café et qu'un café de spécialité. Et donc on constate que les deux mondes, en fait, l'univers coffee shop et l'univers un peu plus traditionnel de la boulangerie, de la pâtisserie, des brioches, il y a des coffee shops avec des monoproduits autour des brioches, en fait ça se rejoint. Alors pas énormément, encore doucement, encore beaucoup à Paris, mais ça se rejoint, donc ça montre que les tendances évoluent en termes de food aussi. Écoute, ça sera une très belle. Alors, on va conclure, hein, mais disons qu'on va clore le débat parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. C'est l'interaction entre le monde de la boulangerie, de la pâtisserie et le monde des coffee shops. On a des gens, je fais partie d'un réseau, elles sont food, des spécialistes femmes sur la boulangerie et la pâtisserie. Et on a souvent ce type d'échange en disant, mais de plus en plus, on a le monde de la boulangerie qui arrive avec des offres de coffee shop. Dernière en date, en chaîne, on a les boulangeries et cafés maintenant Feuillette. Je me permets de le citer parce que c'est quelqu'un qui a ouvert aujourd'hui, qui a plus de 60 points de vente sur la France entière, qui est au départ un boulanger-pâtissier et qui aujourd'hui vient d'ouvrir des coffee shops dans ses boulangeries. Voilà, donc ça nous fera peut-être l'objet de notre prochaine table ronde l'année prochaine. Léa, tu veux dire un petit... Alors chacune, je vais vous demander un mot de conclusion, parce que hélas, il est 17h, je pense qu'on pourrait continuer super longtemps encore. Mais voilà, on a promis qu'on rendait cette salle dans les 10 minutes. Chacune une conclusion, Léa? On a beaucoup parlé du lieu, de la nourriture, des boissons, etc. Ce qui est quand même au cœur du coffee shop et ce qui fait son unicité aussi et qui est très importante pour moi quand j'entre dans un coffee shop, c'est quand même ma relation avec le barista. J'ai un besoin de transparence, de discussion, bon, pas toujours, hein, il y a des matins où on n'a pas seulement envie de parler et je peux le comprendre, mais il y a cette transparence et cette curiosité qu'il y a de plus en plus de la part des clients et des consommateurs et qui justement aussi profitent encore une fois à la chaîne du specialty coffee.
Et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est, je trouve, au cœur d'un projet de coffee shop. Et c'est toujours plus agréable d'être face à des gens qui sont ouverts à la discussion. Et ça crée aussi l'unicité du lieu. Et le café est meilleur et la nourriture est meilleure quand le contact client est super chouette. C'est vrai, c'est une très belle, un très beau constat. Votre café et votre pâtisserie sera meilleur quand vous avez en face de vous quelqu'un d'accueillant et avec lequel vous pouvez échanger. Merci pour cette conclusion. Léa, Olivia, Lydie, Virginie, un petit mot de la fin. Moi, je dirais que quand vous passez en fait la porte d'un coffee shop, même si c'est pour aller en fait vous sustenter en café et nourriture, etc., vous soutenez surtout le rêve de quelqu'un. Donc juste pour ça, c'est les meilleurs euros que vous dépenserez. Avec de l'Iron Cone Brew, c'est encore meilleur. Mais voilà, franchement, soutenez vos petits coffee shops indépendants. Essayez toujours au maximum, même si le Starbucks est plus près ou plus cher, en fait, pensez toujours indépendant. Parce que mine de rien, on le voit au niveau de la filiale, il y a le gérant, qui est parfois même le barista. Il y a aussi l'architecte, il y a en fait tout une filiale que vous en fait soutenez au maximum. Donc franchement, merci, surtout bravo en fait d'être là et d'être intéressé par tout le café de spécialité. Magnifique l'idée, merci beaucoup. Vraiment très belle conclusion, mais vous me faites des conclusions extraordinaires toutes. C'est pour être réinvité l'année prochaine, ça. Hein. Virginie, peut-être dernier mot sur l'aménagement, sur les Oui, en fait, je vais faire le lien avec la boulangerie et d'une manière plus générale, on voit aussi le développement de lieux qui se veulent hybrides avec une offre coffee shop et puis est-ce que fleuriste, est-ce que librairie, etc. Si vous avez ça en tête, pensez quand même à la cohérence, encore une fois, pour le client et pour son parcours de consommation. Il y a une cohérence d'ensemble à avoir pour toujours apporter de la valeur ajoutée et aussi pour vous en termes de gestion derrière. C'est toujours ce fil rouge dont parlait Marie-Hélène, aussi bien au niveau du lieu qu'au niveau de l'offre. Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire en termes de coffee shop avant même de penser à un concept hybride qui irait au-delà. Super, merci. Et alors moi je terminerai par une tendance qui me réjouit. C'est de voir que ces lieux coffee shop moi quand je suis rentrée dans cet univers-là il y a 5-6 ans, ça pouvait faire un peu peur. On avait le barista qui était souvent, ce qui n'était pas mon cas, très tatoué, un petit peu hipster, inaccessible. Non, mais je caricature, mais c'est des tendances qui sont réelles. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et c'est pas que ça s'ouvre en fait. On discute de plus en plus avec les baristas. Les lieux sont faits pour qu'on échange. Il y a cette proximité qui arrive. Et c'est vraiment des lieux où en fait tous, avec nos personnalités, nos styles différents, on se retrouve. Et ça me réjouit. Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est des lieux de rencontre, d'échange et de partage avant tout. Voilà. Merci beaucoup. On termine cette table ronde. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous pour le résultat du concours du meilleur coffee shop demain à 15h30 sur l'espace Brémar pour ceux qui sont encore là. Merci encore.